Ok, bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter Dr. Judith Volcy. Dr. Volcy est actuellement professeur adjoint de médecine interne à la Morehouse School of Medicine et co-directeur de la clinique médicale du Grady Memorial Hospital à Atlanta, Georgia. Elle a étudié à la faculté de médecine ostéopathique à New York et a obtenu son diplôme en 1996. Elle a effectué un stage en alternance au centre médical St. Michael en New Jersey et une résidence en médecine interne à Morehouse School of Medicine et au Grady Memorial Hospital à Atlanta. Ses parents et les parents de son mari sont des immigrés haïtiens. Elle a 2 filles. Peace. Awesome. Very good. Yeah. Okay, you can start when you're ready. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Judith Volcy. Je suis très heureux pour venir ici parler avec vous. Aujourd'hui va la première fois que je donne une lecture totale en français. J'ai beaucoup d'années depuis que je parle français, so excuse-moi pour les erreurs. Mais je crois que je peux expliquer plus de choses sans espérer pour translation. Aujourd'hui, je vais parler du États-Unis recommandation de dépistage du groupe de travail préventif. Actuellement, j'avais donné la même lecture à les résidents ici quelques mois de ça. Suivi. Next, please. Slide. Amanda? OK. Avant, qui a les États-Unis recommandations de dépistage du groupe de travail préventif? Quand on parle, on toujours remarqué que le groupe de travail préventif a dit ceci ou cela. Qui est ce groupe? L'histoire est que ce groupe était créé, c'était créé en 1984. Depuis 1998, c'est supporté par l'Agence de santé pour research et c'est un groupe d'experts volontaires, 16 personnes chaque 4 ans qui viennent ensemble pour étudier toutes les recherches et après ça, on donne des recommandations pour les docteurs pour suivre. Toutes les personnes d'un groupe n'ont pas conflit d'intérêt. Le directeur de l'agence choisit le groupe. Le groupe fait recommandation factual medicine. On use ça. Les recommandations sont en base de médecine factuelle. Et on publie les recommandations sur l'Internet et aussi en revue à comité de lecture. Chaque recommandation, chaque 4 ans, on reporte au Congrès des États-Unis et on explique les côtés, les gaps, les côtés qu'on a besoin plus de recherche. S'il vous plaît. Next slide. Okay. Les membres du groupe de travail préventif sont de plusieurs spécialistes. C'est de la santé behaviorale, mentale, le médecin famille pour les personnes âgées, un médecin internat, pédiatre, le gynécologue et pour les infirmières. Suivi, s'il vous plaît. Next slide. Les recommandations. Avant que publier les recommandations, les membres du public ont donné l'opportunité pour dire si on aime les recommandations ou si on ne l'aime pas. Et on a donné les membres du public cette chance.
Et aussi, les membres du public ont la chance pour nominer les nouveaux membres chaque 4 ans. Next slide. Okay. Sorry, there's a bit of a delay when I go through the slides. So that's OK. Et les recommandations, on donne des notes quand on fait les recommandations. Les notes sont données A, B, C, D ou I. Dépend que si c'est plus fort ou pas trop fort. La note de A veut dire que le groupe de travail préventif a dit que ces recommandations, on recommande que tous les docteurs donnent ce service parce que le bénéfice est grand. Pour la note de B, le groupe recommande que le bénéfice n'est pas assez fort. Mais on a dit qu'il y a, avec certainty, on peut essayer ça. On peut offrir le service. Pour la note de C, on a dit qu'il n'y a pas assez de recherche pour voir si on peut recommander ça 100%. Et pour la note de D, le groupe de travail préventif a dit qu'il y a certainté qu'on a vu qu'il n'y a pas un bénéfice et aussi que ça peut donner de malheur plus que bénéfice. So on ne recommande pas ça. Et puis pour la note de I, on a dit qu'il n'y a pas assez de recommandations, oui ou non. So l'évidence, ça manque et on ne peut pas déterminer. Suivant. Next. Et puis après, on donne une note. On dit aussi, on donne les recommandations avec haut, modéré ou bien bas niveau de certitude. Et puis si c'est haut, on a dit que ça veut dire qu'on a beaucoup d'études, recherches qui est bien dessinées. Et puis on a dit que si un autre groupe fait plus d'études sur ce sujet, ça ne va pas changer le résultat. Et puis, si c'est modéré, on veut dire qu'il y a suffisamment évidence pour voir qu'il y a bon raison pour recommandation. Ça, pour recommander ça, mais il n'y a pas assez d'études qui n'est pas si fort. Et puis, parce que s'il n'y a pas assez de numéros ou bien ou qualité d'études. Et puis, c'est bas s'il n'y a pas assez d'évidence ou bien les membres du research n'ont pas assez de patients du research ou bien il y a des défauts dans le research. OK. Are you done with it? Yes. Okay. So, Dr. Volcy, I think it's good, but I'm wondering if the participants are able to catch all the details with your American accent. I don't know if you'd be okay with possibly having Doris translate some for you. What do you think? Okay. Are you okay with that? Mm-hmm. Okay. So I'll go to the next one. Doris, are you connected still? Yeah, I'm still there. Okay. Shall I? I'm here as a backup. Oh, we're set. Yeah. What would you prefer, Doris? I personally, I don't mind at all. It's really, usually it's up to the person who gives the lecture. So if Dr. Judith is okay with it, I'll just be happy to repeat what she says in the other language. Okay. What do you might think, take longer. Yeah, and if we don't finish, we can schedule another one.
I think that'll be fine. It's such a wonderful lecture. I want to make sure that everyone can catch all the details. Great. Yeah. Okay. Thank you, Amanda. Yeah. So you can go ahead. Okay. And Doris will translate. Okay. Is this the new slide? Do you want me to go back? No. It's okay. I think that's fine. Okay. I'm at slide 7. Is that the one we're supposed to be on, or? No, the next one. I think we already did this slide, Amanda. You can move forward. Next one. Oh, so this one? Hmm? Yes, we were there. Okay. Okay. Yeah. Finish. Okay. Shall I say what she said on that one, or? Let's start first, Doris. Okay. All right. Okay. Do you want to switch to the next one? Next slide. Okay. Sorry. Is this the right one? Mm-hmm. Okay. Go ahead. Okay. Excuse me. Okay. Okay. So the task force doesn't consider cost of the recommendation when making a grade. On ne parle pas pour, on ne considère combien une chose va coûter avant qu'on fait les recommandations. Et puis, les recommandations sont seulement pour les patients qui n'ont pas de symptômes de maladie. C'est seulement pour les personnes qui sont en santé. OK. Bon. Toutes ces recommandations sont pour les patients qui ne sont pas malades, seulement pour les patients qui n'ont pas de symptômes. Et ce sont des recommandations pour les docteurs qui travaillent dans médecine internale, pédiatrie, primary care. Ça veut dire qu'ils ne sont pas spécialistes. Okay. Next. Oh, okay. I think there's a little bit confusion, Dr. Volcy and Doris. Yeah. Dr. Volcy, please, I think Amanda mentioned if you can continue in English and Volcy will translate for you. Okay. So, the grade A recommendations. Thank you. These are the recommendations that the task force made in for this list that I have here. Means that there's no confusion on whether or not this needs to be done. These recommendations should be done for the patients that present. Briefly, I'll mention this. First one is screening pregnant women for bacteriuria. The second one is checking all adults for hypertension. Do you want to pause for just one moment so Doris can translate a little bit at a time? Okay. Yeah, I don't think we explained that. Yeah, we didn't explain that to Dr. Judith. We just that she would say a few sentences and I would repeat them in French. We just asked her to continue in English, but that's all we said, so she can't guess. Okay. Alors, les recommandations de type A, ce sont des recommandations qui s'appliquent à tous les patients. Oui. Par exemple, vérifier si les femmes enceintes ont des bactériuria et vérifier la tension artérielle chez tous les adultes. Okay. Oui. You were at cervical cancer, I believe. Yeah, and screening for cervical cancer starting at age 21 up to age 65. Screening for colon cancer starting at age 50, but the new guidelines for African Americans recommend starting at age 45.
We'll do 2 at a time. OK. Alors, aussi, parmi les recommandations de type A, il y a la recommandation de vérifier pour le cancer du col de l'utérus chez les femmes âgées de 21 à 65 ans et aussi un dépistage du cancer colorectal à partir de l'âge de 50 ans, quoique maintenant les nouvelles recommandations demandent de commencer le dépistage à 45 ans. OK. Et folic acid prior to conception to prevent neural tube defects. That's a grade A recommendation. Screening for Hep B, syphilis at the very first prenatal visit or whenever the woman presents, if it's later than early on. Bon. Alors aussi, on demande, on recommande de prendre de l'acide folique avant la conception afin de prévenir. Bon, pardonnez-moi, ma voix est pas. Pardonnez-moi, ma voix n'est pas fameuse aujourd'hui. Alors, on recommande de prendre de l'acide folique avant la conception pour prévenir les défauts, les malformations des tubes neurales. Et aussi, on demande pour la première visite prénatale ou si c'est pas... ou peu importe au moment de sa grossesse, quand une femme se présente pour la première fois, de faire le dépistage pour l'hépatite B, la syphilis. Okay, alors, next, screening for HIV in ages 15 to 65, or those older, they're at increased risk, and also screening pregnant women for HIV, even those who present in labor. And the last one I'll just throw in since it's the last one, screening all pregnant women for tobacco use and to counsel them if they use it and give them some behavioral interventions on how they can cut down. There's some over-the-counter medications they could try, Nicoderm patch, the gum, to try and wean off, preferably to just not use it at all. Bon, ensuite, on demande le dépistage pour le VIH chez les personnes qui sont âgées de 50 à 65 ans et aussi les personnes plus âgées que 65 ans si ils sont à risque élevé. On demande aussi de faire le dépistage chez les femmes enceintes, le même dépistage pour le VIH, même si elles se présentent pour la première fois alors qu'elles sont en travail. Et on demande également de demander à toutes les femmes enceintes si elles fument et si oui, de les conseiller, leur conseiller soit d'arrêter, de leur expliquer comment elles peuvent diminuer leur consommation ou arrêter avec, par exemple, les gommes ou bien les timbres. And just to remind you, the grade A recommendations, the things you see on this list, no amount of extra research would change the outcome and show that this is not recommended. The research is that strong that everything you see on this list, all primary care doctors should be doing this because the research shows that it's a benefit. Alors, il faut souligner que toutes les recommandations qui ont la note A, ce sont des recommandations qui ne changeront pas, peu importe la quantité de recherche qui pourrait être faite dans le futur, parce que c'est le bénéfice de ces choses-là, de faire ces choses-là, c'est très, très clair, et c'est quelque chose que tous les intervenants de première ligne doivent faire. Okay, next. Suivi? Sorry, it's delayed. I don't know why. Hold on. Okay. Oh, there it goes. It's just kind of delayed in the program sometimes. Okay. We're going to do a mix-up question, just board review type question after each section of each group. So this is one question from the medical knowledge self-assessment program that we use. 38-year-old woman is evaluated during a routine exam. She's a mother of 2, works at a high-stress job, smokes 10 cigarettes a day.
She eats fast food 3 times per week and drinks 2 alcoholic beverages most nights. She doesn't exercise. Family history is non-contributory. Takes no meds. Her exam, blood pressure is normal. Pulse is normal. BMI is 26 and the exam is normal. Bon, à la fin de cette question, on va avoir une étude de cas pour revoir ce dont on a parlé. Et ici, il s'agit d'une femme de 38 ans sur laquelle on fait juste un examen de routine. Elle a 38 ans, elle a 2 enfants, elle travaille à temps plein, son emploi est très stressant. Elle fume 10 cigarettes par jour. Elle mange ce qu'on appelle fast food 3 fois par semaine. Elle boit 2 verres d'alcool presque chaque soir. Elle ne fait pas d'exercice. Et l'historique ici familial ne vient pas en compte et elle ne prend aucun médicament. OK. Suivi, next. Which of the following interventions will have the largest impact on this patient's health? Is it to decrease alcohol consumption, exercise 30 minutes a day, 5 days per week, healthful diet including fruits and vegetables, smoking cessation, or stress management and relaxation techniques? Bon. Alors, lequel des recommandations suivantes bénéficiera le plus à cette patiente, aura le plus grand impact sur la santé de cette patiente? Alors, est-ce que c'est diminuer sa consommation d'alcool, faire de l'exercice 30 minutes au moins 5 jours par semaine, ou bien avoir une alimentation qui inclut plus de fruits et légumes, arrêter de fumer, ou bien apprendre appliquer des techniques de relaxation et de management du stress. So, qui pense A ou B, C, D ou E? Okay, réponse est D. Smoking cessation, grade A recommendation, not the A recommendation pour parler de tout le monde fumer, mauvaise nouvelle. Okay. OK. Next. Bon, alors, c'était la recommandation de type A qui était applicable dans le cas de cette dame-là, c'est cesser de fumer. OK. Les autres sont importants aussi, mais plus impact of the one that is most impactful is smoking cessation. Bon. Les autres recommandations sont excellentes, elles aussi, mais celle qui aura le plus d'impact sur la santé de la patiente, c'est d'arrêter de fumer. Okay. Okay. Next, these are the following are things that fall into mostly B and C. Those are the rest of the recommendations. What you have here are the rest of the published recommendations. I'm only going to talk about the ones in bold, and I've categorized them by subject. Here at Morehouse, there was another faculty member who did another lecture for the residents that was only on cancer prevention. That's why I did not do mine on the cancer part. I'm doing the non-cancer. Dr. Judith, I need to clarify something with you. The slide says published recommendations, and you said that those are, that's the point I'm missing here, that those are also A recommendations? No, so I just did the A recommendations. What are here, from here on, are going to be the ones that are B or C. So the ones that are A, we just did. The rest are the ones that are other recommendations. Some of them might be in the A, but these are the other ones that might be. Okay. Okay, thank you. I don't want to say the wrong thing. Bon. Alors, ici, les recommandations auxquelles qu'on va examiner, ce sont les recommandations qui sont B, C et D, parce qu'on vient déjà de voir les recommandations de type A.
Alors ça, ce sont les autres. Et celles qu'on va examiner de plus près aujourd'hui, c'est celles qui sont en caractère gras dans la liste. Okay, and then next screen, we'll have another list. The list continues, and again, I'm not going to discuss the cancer screening because someone else did that here. I could be happy to review those. The rest are going to be the other recommendations. I've categorized them by subject, by specialty. And then the next screen. On vient de voir la suite de la liste. Elle s'étend sur plusieurs diapositives et il y a quelqu'un d'autre avait déjà fait une présentation sur le cancer. Alors, on ne s'adressera pas au cancer aujourd'hui, mais ça pourrait se faire au cours d'une autre présentation. Okay. And the next screen. Next slide. Okay. And this is the following. They make a lot of recommendations. It's very comprehensive. So this is another list. And again, I'm going to discuss these by category to make it easier. And then the next screen. Bon, alors, elle va y aller par catégorie parce que c'est plus simple comme ça. Okay. Again, we are talking, I'm internal medicine doc, so we're talking about screening that you as primary care doctor will make in the office when you see someone. Again, keep in mind this is for healthy patients or people that coming in just for primary care. And okay. I'm sorry I interrupted you. Okay. On doit garder à l'esprit que le docteur Judith, elle est interniste et que les recommandations s'adressent aux médecins de première ligne. Et ce sont pour des patients qui sont en bonne santé et ce sont on va dire les problèmes de santé qu'on voudrait, pour lesquels on veut faire du dépistage chez ces patients-là. Separate from this, keep in mind as you're seeing the patient, what risk factors do they have? Because this puts them in a different category. So risk factors will be older age, which would be males over age 55, females over age 65. Just being a male, hypertension, having dyslipidemia, current tobacco use, diabetic, the obese, which would be BMI greater than 30. And physical inactivity. Bon. Alors, ici, il y a la liste, ce sont des facteurs, une liste de facteurs de risque. Et ça va mettre les patients dans une catégorie différente. Il s'agit de, par exemple, des gens qui sont plus âgés, les hommes plus de 55 ans, les femmes âgées de plus de 65 ans. Le fait d'être un homme, de faire de l'hypertension, la dyslipidémie, l'usage du tabac, le diabète, l'obésité et l'inactivité physique ou une BMI. Dr. Cross, c'est quoi BMI? L'index de masse corporelle. Oh, OK. Alors, l'IMC de 31 et plus. Merci. Okay. And you'll see that if you look at the list, a lot of people who may not have overt symptoms fall into this category, so it becomes murky. Alors, vous pouvez, il y a des patients ça se pourrait qu'ils ne correspondent pas à une de ces catégories-là. Alors, à ce moment-là, les recommandations, on dirait, ou la ligne de séparation qui fait qu'un patient est dans une catégorie ou en une autre devient un peu flou. Okay, next, please. Okay, so looking at this, who can tell me the current recommendations for a AAA screen, that is for screening for abdominal aortic aneurysm? Oh, okay. I tried to pull one up from the internet. This is supposed to be an aneurysm. Bon, ici, elle a pris une image qui était sur l'Internet et ceci doit représenter un anévrisme. It was aortic, right? Aneurysm? Mm-hmm. Alors, un anévrisme aortique. Et elle veut
savoir qui d'entre vous peut lui donner les recommandations qui s'appliquent aux patients dont on voit l'image de l'échographie ici. Okay. Next. Okay, this I found very interesting. For AAA screen, the current recommendation is males who have ever smoked at least 100 cigarettes in their lives. Once they are 65 years of age, they should be screened one time for AAA. This is a grade B recommendation. Bon, j'ai trouvé ça assez curieux parce que ici, on parle d'une recommandation de type B et ça s'adresse aux hommes qui, dans leur vie, au total, ont fumé une centaine de cigarettes et qui rendus à l'âge de entre 65 et 75 ans. Okay, and actually, you wonder why did they say 100 cigarettes? And that's only because the studies that they looked at, the subjects smoked about 100 cigarettes. So that's what they say. But when you actually see a patient, for a patient to say, no, I smoked 75 cigarettes or 100, so, you know, nobody would really know. So, but that's only because of the study. The study that was the number that was used in the study. Bon. Vous vous demandez peut-être pourquoi on dit 100 cigarettes, c'est parce que c'est tout simplement parce que c'est le nombre qu'on a utilisé dans l'étude. Okay. And aneurysm is defined as anything greater than 3 centimeters. And this, again, the prevalence of AAA in their studies that they found was between 3.9 and 7.2% in males, and only 1 to 1.3% in women. And it's most prevalent in men, as we said, who have ever smoked, and that prevalence is 6 to 7%. So that's why they recommend it only in men. The benefit of the screen, they said, shows up begins 3 years after the testing, and it persists for 15 years. OK. Bon, un anévrisme doit être plus de 3 cm et la prévalence est de 3,9 jusqu'à 7,2% chez les hommes et 1 à 1,3% chez les femmes. Et dans le AAA, c'est la prévalence chez les hommes et chez les hommes qui ont fumé dans leur vie est de 6 à 7%. Now, in the largest trial, again, the task force, their job is, with the help of the Agency for Healthcare Research, to comb through all the available research and to look at the best designed research and look and use those. So, in their justification for this, they said that in the largest trial that they saw, the prevalence of AAA was 5% in the group that was screened. And this translated to an absolute risk reduction in deaths from AAA of 1.4 per 1,000 men. Bon. OK. Alors, les bienfaits commencent environ, on peut les voir 3 ans après le test initial et ça persiste pendant 15 ans. Et dans l'étude, la plus grande, la plus étendue, la prévalence d'anévrisme aortique était de 5% dans le groupe qu'on a étudié et ceci équivaut à une réduction du risque absolu de décès par anévrisme aortique de 1,4 par 1000 hommes. Next, please. And for the men who have never smoked, if you have a man who swears he never smoked, then the grade is a grade C. Now, this is, again, you have to question the patient.
because some people, you know, maybe they did smoke. So this one you have to really tease out. And again, that number 100 is a funny number for me, so I tend to be a little bit more conservative. If you say you're not going to say if you smoke 50, I'm not going to do it. I'll just say if you ever smoked, I will go ahead and check you. But if you say you absolutely never smoked, then the prevalence is lower in this group, and it's 2% versus 5% in the people who ever smoked. And so they said there's just a small benefit in screening these people. Bon. Pour le dépistage de l'anévrisme aortique chez les hommes qui n'ont jamais fumé, parce que la prévalence dans ce groupe-là est de 2%, contre 5% chez ceux qui ont déjà fumé. Alors, les résultats du dépistage offrent un bienfait très petit. Next, please. And what about women? You can have a husband and wife come to your office, and you could say, okay, Mr. Jones, you need a AAA screen, but Mrs. Jones, you don't need it. So what do you tell Mrs. Jones when she said, hey, this is not fair. How come you're checking my husband, you're not checking me? And so now you have some research behind it to explain to her what you're going to do, and I'm going to review that with you. I find this to be really interesting, but we'll see. OK. Qu'est-ce qui se passe si vous recevez un couple et que vous décidez de faire le dépistage pour l'anévrisme aortique chez l'homme, mais vous ne le faites pas pour la femme, et sa femme va dire « Hey, c'est pas juste, pourquoi vous faites le dépistage chez lui et pas pour moi? » Ça, c'est quelque chose de très intéressant et je vais vous expliquer ça dans un moment. What do you tell Mrs. Jones when she says, "Well, this is not fair. This is not fair." So when you tell her, you have some research to back it up, and you say, "Well, the recommendations that the United States Preventive Services Task Force has put out, and they have said that there's a grade I recommendation," and you could explain what those grades mean. They said so far there's only one randomized controlled trial that included women for AAA screen. And so far they said they don't see a difference in the control group versus the tested group. They acknowledge that the study was underpowered to detect any differences in the sexes, so you can't rule out a benefit. So as an interesting thing, if you're a 70-year-old woman who's ever smoked, you only have a prevalence of 0.08 of having a AAA versus even for people who currently smoke, it's only 2%. Bon. Alors, qu'allez-vous dire à l'épouse qui dit « Hey, c'est pas juste, vous allez vérifier mon mari, mais pas moi. » Là, alors, vous avez des données pour supporter votre choix. Et c'est que le groupe de travail sur la recherche en santé aux États-Unis a déterminé que ce n'est pas, c'est important de vérifier chez les hommes, alors que chez les femmes, ça donne pas une très grande différence entre le groupe témoin et le groupe sur lequel on a fait l'étude. Les études n'ont pas permis de détecter des différences. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a s'il y a un bienfait ou pas. Alors, par exemple, chez une femme de 70 ans qui a fumé dans sa vie, on parle d'une prévalence d'anévrisme aortique de 0.08% contre 2% chez celles qui fument au moment où on fait le dépistage. Next, please. And the women who have never smoked, and let's say they, no secondhand smoke. So even if their husband doesn't smoke, let's say, they could say, well, why I want a AAA screen? I saw it on TV and I want it. And you say, well, Mrs. Jones, there's no benefit for you to get it. Prevalence is only 0.3003 to 0.6% in women
between 50 and 79 years of age. And I'm going to talk in a minute of what could happen if there are some women or some patients might still demand to have it done. I'm going to show you what could happen in those patients. Bon, OK. Alors, la dame n'est pas convaincue et elle insiste, et il faut lui dire que la prévalence chez les femmes âgées entre 50 et 79 ans qui n'ont jamais fumé est de 0,03 à 0,60% et qu'il n'y a vraiment aucun avantage à faire le dépistage. Et dans un moment, je vais vous parler de ce qui arrive si on fait un dépistage chez une femme qui n'a jamais fumé, mais qui est absolument convaincue qu'elle a besoin de dépistage. Okay. Next slide. So there are harms of detection and early treatment. And studies have shown that the screen groups were twice as likely to be sent to surgery within 3 to 5 years. More than 90% of the detected AAAs were less than the threshold of the 5.5 centimeters for immediate repair. But they are twice as likely to be sent for surgery. Bon, alors, les études ont démontré que chez les groupes où on a fait le dépistage, dans ces patients-là ont 2 fois plus de chances d'être envoyés en chirurgie au cours des 3 à 5 années qui suivent. Et dans ces cas-là, il y en a plus que 90% des cas détectés qui se trouvaient sous la marge qui demande de 5,5 cm, qui est la norme pour une réparation, si on peut dire, immédiate. Donc, il y a un désavantage à faire ce test-là quand ce n'est pas nécessaire selon la recommandation. Now, this I found very interesting too. The task force, again, doing their research, they found a study done out of Mass General, which is where Harvard residents rotate mainly. And they looked at 24,000 autopsies done at that hospital between 1952 and 1975. 24,000. Of that 24,000, they found, these are people who just happen to need autopsies, and then 473 of them had a AAA. 473, so it's a lot smaller number. And 75% of those died from a cause not related to the AAA. So only 25% of the 473 actually died of a AAA. Bon. Alors, dans une étude qui a été faite par Mass General, c'est là où les étudiants de Harvard vont faire leur rotation. Et ils ont regardé 24 000 autopsies. Ils ont revisé 24 000 autopsies qui ont été effectuées entre 1952 et 1975. Et de ce nombre, 24 473 avaient un anévrisme aortique, mais 75% de ces 473 sont décédés de causes qui ne sont pas reliées à l'anévrisme aortique et 41% d'entre eux, on a vu que l'anévrisme était plus que 5. Okay, you said 41% were found greater than 5.1%. That I didn't do that one yet, but the 41% of the AAA were found to be greater than 5.1%. So not all of the ones that were greater than 5% ruptured is what they're showing. Ah. Bon, alors 41% de ces cas-là, il y avait plus que 5,1%. C'est très faible. Should be centimeters. Oh, bon. Alors, 41%,
des cas, on a vu que l'anévrisme était de plus que 5,1 cm, mais n'avait pas retiré. So elective treatment, which means the person doesn't have symptoms, they may not be at the 5.5 centimeters, is associated with some risk of perioperative mortality. And so another important finding is that one of the studies found that women have a higher mortality during AAA surgery, 7% versus 5% in men for open procedures, and 2% versus 1% for endovascular repair. And what the task force said was a possible reason is that women are just smaller in size, right? So then they also have smaller vessels. So if you're going in, you're doing surgery in someone who has smaller vessels, so you're more likely to dissect the artery or have some complication in somebody you're working at a smaller vessel to begin with. Bon, alors le traitement électif, on l'associe avec un certain risque de mortalité périopérative. Et une étude a montré que les femmes sont plus à risque de décéder pendant une chirurgie pour réparer un anévrisme aortique, et le risque est de 7%, alors que chez les hommes, c'est 5%. Ça, c'est pour la chirurgie à cœur ouvert, je crois qu'elle a dit, et c'est 2% chez les femmes, le risque, et 1% lorsqu'on fait une réparation, si on peut, une correction endovasculaire. Et la raison, c'est que les femmes sont plus petites, alors leurs vaisseaux sanguins sont plus petits, et le risque est plus élevé d'endommager un vaisseau sanguin qui est plus petit. Next. So, Dr. Volcy, just because it's almost 9, is there somewhere soon we can stop and do a halfway point and do a part 2, schedule you hopefully maybe soon? Oh, sure. Okay, so, and then, so whenever maybe you feel is a comfortable place to stop? Okay, maybe, like we can go to the next slide. So I was just trying to show screening with EKG. Perfect. Should I go to the next slide? Okay. And I'll just summarize this, that screening for average person for EKG, they have no symptoms. Let's say they're 30 years old, they don't smoke, they don't drink, and you don't really need to screen them. So they're asymptomatic, so you don't need to screen such patients. The exceptions are high-risk occupations, pilots, bus drivers, operators of heavy equipment. And then the reason is we use the ASCVD score now to assess risk based on age and whether the person smokes, has hypertension, is diabetic. You calculate it, and if the person's risk score is over 7.5% now, they recommend a moderate intensity statin or aspirin if in the age group. So doing an EKG doesn't really add any benefit because you're already going to give them medication. So again, they don't recommend it. But again, most people have diabetes, hypertension. So in those patients, you would probably want to do something to screen them. So this is for the absolutely healthy people. Maybe we can, okay, you can translate that, and then that's probably it. OK. OK. Ici, on parle des recommandations pour le médecin en première ligne, et on parle d'une recommandation de grade D. Et on recommande de ne pas faire le dépistage chez les patients les adultes qui n'ont pas de symptômes et dont le risque est faible d'avoir des accidents cardiovasculaires. Cependant, il y a un groupe que l'on exclut. Ce sont les gens qui sont, par exemple, des pilotes ou des gens qui sont des opérateurs d'équipements lourds.
Et le docteur ajoute qu'il faut se rappeler que pour un interniste, les patients que l'interniste voit ne sont pas des gens dont le risque est peu élevé, et ce sont des gens qui ont un historique de symptômes. Et pour les patients qui sont asymptomatiques, mais dont le risque est immédiat, la recommandation à ce moment-là s'en va au grade I. Et ils utilisent et on dit que c'est parce que le risque on utilise déjà chez des patients qui ont déjà qui sont pas asymptomatiques, des médicaments comme les statines ou l'aspirine. Alors, faire un électrocardiogramme n'ajoutera pas un avantage à ce qu'on fait déjà pour le patient. Okay. Okay. But we don't have time to go through the rest, unfortunately, right? Yeah, not today. So, Doris, you could mention that we'll stop here and we'll schedule a part 2 to continue the rest of the topic soon. OK. Bon, alors, le temps que nous avions est déjà terminé. On ne peut pas terminer la présentation aujourd'hui, mais on peut